Quels que soient les scénarios envisagés pour l'exploration spatiale au cours des prochaines décennies, il apparaît un fait assez clair. Après la Lune, tôt ou tard, c'est vers Mars que l'homme devra se tourner pour continuer à explorer notre système. Mais à mesure que l'on s'éloigne de notre planète, apparaît un nouveau problème, la durée de voyage. Dans le cas de Mars, on parle de maximum 9 mois en fonction du véhicule utilisé, ce qui demande des quantités faramineuses de ressources, que l'on parle d'alimentation, d'eau, d'oxygène et de plein d'autres ressources consommables de façon générale. Face à ça, et en plus d'un excellent recyclage, il existe différentes solutions. On peut par exemple construire des véhicules spatiaux toujours plus gros, que ce soit avec un véhicule unique comme le Starship ou via une station spatiale, mais même là, un voyage de plusieurs mois pour l'aller et plusieurs pour le retour peut être un véritable défi pour les astronautes, dont le mental sera confronté à des conditions qui sont, soyons honnêtes, peu enviables. La meilleure solution, dès lors, est de voyager plus vite. Seulement voilà. Les méthodes de propulsion classiques demandent des quantités de carburant énormes. Carburant qui doit être placé en orbite demande donc un lanceur encore plus grand, et ainsi de suite. Si l'on peut malgré tout atteindre des objectifs raisonnables, ce n'est pas non plus quelque chose qui fonctionnera à l'infini. Ainsi, si certaines estimations, un peu optimistes, avancent que le Starship de SpaceX pourrait réaliser le voyage en un peu plus de 3 mois, ce qui reste beaucoup trop optimiste, on avait droit cette semaine à une annonce de la NASA concernant une nouvelle forme de propulsion qui pourrait, à l'avenir, complètement changer la donne, la propulsion nucléaire thermique. Mais justement, comment ça marche? D'où vient l'idée? Que signifie cette annonce? Et concrètement, que peut-on en attendre? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui pour cet épisode spécial. Mais avant de continuer, j'aimerais rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, je vous propose, pour commencer, de voir comment cette fameuse propulsion nucléaire fonctionne. Mais pour la comprendre, il est aussi important de comprendre comment fonctionnent les moteurs de fusée classiques. Bon, je précise que ce point sera très rapide et abrégé, donc ne vous inquiétez pas, il se passe d'explications compliquées. L'idée, que ce soit pour faire décoller une fusée ou propulser la capsule Orion autour de la Lune, c'est d'avoir deux produits. Un combustible comme l'hydrogène dans le cas d'Ariane 5 et un oxydant comme de l'oxygène toujours sur Ariane 5. En mettant ces deux produits en relation dans le moteur d'une fusée, vous obtenez une sorte d'explosion contrôlée qui va ensuite s'échapper par la tuyère du moteur et pousser l'engin dans la direction opposée de celle de la sortie du gaz. En gros. Il y a également la solution de la propulsion dite ionique, mais celle-ci nécessite de très longues périodes de mise à feu pour obtenir un résultat, et ce n'est pas adapté à toutes les situations. Bref. L'idée avec la propulsion nucléaire thermique, celle dont on va parler aujourd'hui, est un peu différente. Au lieu de mettre en relation deux produits et de les faire exploser de façon contrôlée, on va plutôt partir d'un gaz unique, souvent de l'hydrogène liquide, qui sera pompé pour être chauffé dans un petit réacteur à fission nucléaire, comme ceux que l'on exploite sur Terre, en miniaturisé bien sûr. Cette fission, vous le savez, génère de la chaleur, qui va donc réchauffer le liquide en le transformant en gaz, faisant ainsi augmenter sa pression avant de l'expulser par une tuyère classique. Si le résultat est ainsi le même que pour une propulsion classique, un gaz surchauffé et donc une pression importante qu'on expulse par une tuyère, c'est la façon d'arriver au gaz surchauffé qui change totalement. Il existe aussi une autre méthode, la propulsion nucléaire électrique qui, en gros, convertit la chaleur du réacteur en électricité pour ioniser un gaz qui sera ensuite éjecté de façon très comparable à la propulsion ionique. Mais bref, revenons-en à la propulsion nucléaire thermique, car elle a un énorme avantage. Celle d'être bien plus efficace en utilisant une même masse de carburant. En fait, la propulsion nucléaire thermique rendrait Mars accessible en une cinquantaine de jours, dans les scénarios les plus optimistes. Mais alors, pourquoi cette propulsion n'existe-t-elle pas déjà? Bonne question.
En fait, les essais et études utilisant la propulsion nucléaire thermique sont loin d'être quelque chose de nouveau. Dès les années 60, l'idée d'utiliser cette méthode de propulsion hautement efficace germe. Mais seulement voilà. Entre la complexité de gérer un réacteur nucléaire dans l'espace et les risques inhérents à de tels projets, la fin de la guerre froide n'aidant pas, l'idée est un peu mise de côté et tombe un peu dans l'oubli. Bien sûr, elle ne disparaît pas non plus complètement, mais les volontés de la développer ne sont pas au rendez-vous. Depuis quelques années, en revanche, l'idée d'utiliser cette forme de propulsion revient à nouveau dans les esprits. Il faut dire que les matériaux ont évolué, la maîtrise de la technologie aussi, et que le risque d'incident est bien moindre, avec des mesures de sécurité plus drastiques. Ainsi, en 2021, l'ancien administrateur de la NASA exprimait son intérêt pour ce type de projet développé depuis quelques années par la DARPA pour Defense Advanced Research Project Agency, notamment dans le cadre du programme Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operation, abrégé DRACO. Dans ce contexte, on apprenait la signature d'un accord de partenariat entre la NASA et la DARPA pour le développement de la technologie, développement qui restera géré par la DARPA. Ainsi, l'objectif serait de faire voler un premier démonstrateur vers 2027 qui pourrait permettre à l'avenir de radicalement changer le voyage spatial. Bon, alors, je tiens à le préciser, mais il ne faut pas encore trop se réjouir du projet non plus. De longues années de développement attendent encore le premier vol du démonstrateur et il y aura encore un énorme chemin à parcourir pour que la technologie propulse des humains vers Mars ou ailleurs dans le système solaire. Néanmoins, la technologie de la propulsion nucléaire thermique pourrait aussi, dans l'absolu, profiter à des missions robotisées aux quatre coins du système solaire, en permettant d'envoyer bien plus loin des véhicules bien plus lourds. Pour rappel, des véhicules plus lourds signifient plus d'instruments scientifiques, des missions plus complexes avec de plus grands objectifs et, dans l'ensemble, de meilleurs résultats. Bien évidemment, cela impliquera aussi une certaine maîtrise du risque, mais il est toutefois important de rappeler que, même en cas d'explosion du lanceur sur le pas de tir, les conséquences seraient loin d'être dévastatrices. Dans un tout autre registre, il est aussi important de noter que cela ne changera pas grand-chose aux difficultés du voyage interstellaire, même vers Proxima du Centaure, notre étoile voisine. Les échelles sont tout simplement différentes. La propulsion nucléaire thermique ne servira ainsi qu'à l'exploration du système solaire, ce qui serait déjà une belle avancée. En revanche, et même si elle ne remplacerait aucunement l'utilisation d'un lanceur pour être placé en orbite, elle peut être révolutionnaire pour l'exploration du système solaire et la propulsion dans l'espace de différentes missions, habitées ou pas. En résumé, et même si elle n'en est encore qu'à ses balbutiements, la propulsion nucléaire thermique pourrait bien profondément changer le voyage spatial si la technologie venait à voir le jour, sans représenter un risque de sécurité majeur. Or, justement, depuis le début des années 2000, et encore plus depuis quelques années, les volontés de voir de telles méthodes de propulsion apparaître se multiplient aux États-Unis, ainsi que les études de concept et financement. Notez aussi qu'elle ne serait pas amenée à remplacer la propulsion classique, mais plutôt qu'elle servirait pour des missions à grande échelle où il n'y a pas d'autre solution. Si la technologie sera finalement utilisée, même si on peut raisonnablement l'espérer, ça, en revanche, seul l'avenir nous le dira. En attendant, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.